Bonjour, je me présente d'abord, je suis le docteur Beckmark, je suis médecin généraliste spécialisé en phytothérapie et micronutrition. Beaucoup de questions sur ce sujet quand le stress perturbe le sommeil et pour cela je vais commencer par un petit exposé avant de finaliser par d'autres questions que vous m'avez posées. Donc, quand le stress perturbe le sommeil. D'abord, il faut savoir qu'un événement stressant peut être bien géré ou mal géré. On considère qu'un événement stressant peut poser des problèmes ou va être mal géré quand il va y avoir un déséquilibre entre la perception de l'événement et nos défenses et nos systèmes d'adaptation pour y faire face. La perception d'un événement est importante parce qu'il n'y a pas un stress en soi qui va créer des problèmes. Il n'y a pas d'événement stressant en soi. C'est la manière dont on perçoit cet événement qui va le rendre stressant pour nous ou pas. Je prends le décès de votre belle-mère. Il y aura des personnes qui vont être traumatisées par le décès de leur belle-mère et d'autres qui pourront être heureux. Ce n'est donc pas l'événement qui stresse, c'est la manière de percevoir cet événement. Tout événement stressant mal géré peut créer de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil. Le stress, l'anxiété en particulier, va faire un hyper-éveil, ce qu'on appelle, et empêcher l'installation du sommeil et créer des altérations du trouble et des troubles du sommeil. L'anxiété peut créer des difficultés d'endormissement liées aux pensées récurrentes, à des préoccupations obsédantes. Mais on peut aussi avoir des réveils nocturnes avec démarrage de ces mêmes pensées. Il faut savoir aussi qu'un trouble du sommeil peut démarrer à partir d'un événement stressant. Cet événement stressant peut disparaître, mais le problème de sommeil peut persister. La France, championne du stress. 9 Français sur 10 sont stressés. 35% des consultations médicales concernent le stress. Les principales causes du stress sont, à 36%, la vie professionnelle, 35% les problèmes financiers, 33% la vie personnelle. Mais il y a d'autres stress qui viennent nous fragiliser, et en particulier le stress sociétal, dont je vous aborderai quelques mots un peu plus tard. Voyons quelques situations de stress. Il y a d'abord le stress qu'on s'impose. Je veux être parfaite. C'est en général le problème des femmes, c'est ce qu'on appelle la charge mentale. C'est une personne qui veut être parfaite, c'est-à-dire elle veut avoir une performance professionnelle, elle veut être une bonne mère, une bonne épouse, pouvoir s'occuper de ses parents, et donc le cerveau ne va pas arrêter de travailler. Quand elle est au travail, qui c'est qui va aller chercher les enfants à l'école? Qu'est-ce que je vais préparer à manger? Comment je dois habiller mes enfants? Etc., etc. C'est-à-dire que le cerveau n'arrive jamais à se mettre au repos. Et bien sûr, de ce fait-là, il va y avoir des problèmes de sommeil. Après, il y a le stress qu'on subit. On peut avoir les soucis que l'on se fait par rapport à ses enfants. Ils peuvent être dyslexiques, ça peut être des enfants qui sont turbulents, hyperactifs. On a le stress au travail. Le stress au travail, c'est la charge de travail, bien sûr, mais les relations aussi avec ses collègues, avec ses supérieurs. Et ce stress peut aller jusqu'à de l'harcèlement professionnel. Puis un stress qui est très souvent oublié, c'est le stress d'une personne qui s'occupe de son conjoint, qui est malade, qui a un cancer, qui a un Alzheimer, ou de ses parents qui vieillissent. Cette personne qui, quelque part, se sacrifie, entre guillemets, pour s'occuper de ces personnes-là, va être très stressé, va avoir des problèmes de sommeil, mais c'est un stress qui est peu reconnu par l'environnement. Et le dernier stress qu'on subit aussi, c'est que lorsqu'on vieillit, ça peut être la solitude. Et tous ces stress, bien sûr, vont être des facteurs de troubles du sommeil. Ensuite, comme je vous ai dit, il va y avoir des facteurs de fragilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est stressé dans sa vie personnelle va être beaucoup plus sensible au stress environnemental et inversement, quelqu'un qui subit un stress environnemental chronique va être beaucoup plus sensible lorsqu'il y aura un événement dans sa vie. Quels sont ces facteurs de fragilisation? Quel est ce stress sociétal? Il peut y avoir des événements ponctuels, un attentat, des manifestations
répétée. Il peut y avoir aussi une ambiance stressante. Le fait qu'on nous annonce toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, le fait qu'on nous prédit la fin du monde d'un point de vue écologique ou autre. Et aussi cette information que les gens reçoivent en boucle. On parle à l'émotion du spectateur et non à sa raison. Et le fait de répéter en boucle ces sensations, ces phénomènes émotionnels font que la personne n'a plus de recul par rapport à ces événements et va prendre ces événements extérieurs à sa vie comme des événements vécus comme personnels. Et là aussi, cela pourra entraîner ou aggraver des problèmes de sommeil. Donc, comment notre organisme réagit au stress? Nous avons deux organes importants pour gérer le stress, bien sûr le cerveau, et un autre organe aussi important qui est la surrénale. Nous allons commencer par un stress ponctuel. Vous avez un événement subit qui apparaît et comment votre organisme va réagir. Le stress va stimuler au niveau du cortex le nerf sympathique qui va au niveau de la médulo-surrénale sécréter de l'adrénaline. Le cerveau va sécréter aussi à partir du cerveau de la noradrénaline qui est un neuromédiateur important et entre la noradrénaline et l'adrénaline, vous allez avoir ce qu'on appelle la vigilance, c'est-à-dire que votre organisme va avoir tous les moyens de gérer cette situation. Ce qui va se passer, c'est que chez certaines personnes, cette gestion de la situation va être vécue de manière exagérée et elle va ressentir des palpitations, des transpirations, des sueurs, des troubles du sommeil. En général, toute situation d'alarme ponctuelle, dès que la situation va être gérée bien ou mal gérée, va entraîner la sécrétion de cortisol qui va venir terminer cette réaction, cette sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline. Le fait de mal gérer ce stress ponctuel, on le retrouve en particulier dans des situations prédisposantes. Cela va être des examens, quel que soit l'examen, ça peut être des examens scolaires, de pré-embauche, médicales, ça peut être des prises de parole en public, comme moi maintenant, des rencontres amoureuses, des demandes d'une augmentation. Puis, on va passer au stress chronique. C'est ce que la plupart des gens vivent actuellement. Donc, nous allons avoir, comme on a vu tout à l'heure, la sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline par le cerveau. Et cette noradrénaline va avoir une propriété, elle va venir freiner le système GABAergique. Ce qu'on appelle le système GABAergique est le système qui est notre mécanisme pour être calme, pour ne pas avoir d'anxiété. En gros, ça va être notre benzodiazépine naturelle. La noradrénaline va venir freiner ce système-là, et de ce fait-là, on va avoir l'arrêt, on va avoir la stimulation du cortisol. Donc pour bien gérer un stress, il faut que notre noradrénaline monte un petit peu, que le système GABAergique soit légèrement freiné, que le cortisol augmente légèrement, et ce cortisol qui augmente légèrement va être associé à une augmentation de la sérotonine, qui est un autre neuromédiateur, c'est le neuromédiateur qui module nos réponses et qui nous permet d'avoir des réponses adaptées à ce stress. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress continue, la noradrénaline va continuer à monter. Là, elle va avoir une freination très importante sur le système GABAergique. De ce fait-là, on va avoir de l'anxiété qui va apparaître, même de l'angoisse. Il va y avoir l'augmentation de manière importante du cortisol, qui va entraîner une baisse de sérotonine et de dopamine, qui sont les deux neuromédiateurs de l'humeur, et on va avoir, à partir de là, associé à l'anxiété, de la dépression qui va apparaître. Et bien sûr, noradrénaline augmentée, cortisol augmenté, va être responsable des troubles du sommeil lors de stress. Donc, en résumé, lorsque vous vivez un stress chronique ou répété, il faudra faire attention à notre cortisol, car si le cortisol reste à des doses physiologiques, s'élève dans des valeurs normales, on pourra gérer le stress de manière bien, longtemps, sans anxiété, sans angoisse.
Par contre, dès que le cortisol va monter, on va rentrer dans un stress mal géré avec apparition du fait du cortisol qui monte, de baisse du magnésium, de baisse du GABA, baisse de la sérotonine, baisse de la dopamine et baisse de la mélatonine. Et tout cela, bien sûr, va entraîner un trouble du sommeil. Donc le point clé dans la gestion de notre stress et quelque part de notre sommeil sera la prise en charge de ce cortisol. Je reprends un petit peu la baisse du magnésium. Le magnésium est un élément important dans la gestion du stress parce que dès que vous allez être stressé, vous allez faire monter l'adrénaline et la noradrénaline et le cortisol qui vont entraîner une fuite du magnésium des muscles, ce qui va faire que vous allez avoir une fuite urinaire du magnésium, déficit de magnésium, augmentation de la vulnérabilité au stress et vous rentrez dans un cercle vicieux. Donc, quel que soit votre trouble, s'il y a de l'anxiété, s'il y a de l'angoisse, de la dépression, des troubles du sommeil, il sera important de rajouter du magnésium à un moment donné de la journée. En quoi le stress et le cortisol viennent perturber le sommeil? Je vous rappelle que le cycle veille-sommeil est fonction de l'alternance de deux systèmes reposant sur une inhibition réciproque, le système d'éveil et le système de sommeil. Le système d'éveil dépend du cortisol et de notre système GABAergique, qui est perturbé par le stress, on a vu. Et il y a un système d'endormissement qui est en relation avec la mélatonine. Lorsqu'il y a sécrétion de cortisol, on va avoir baisse de la mélatonine, et lorsqu'il y a sécrétion de mélatonine, on va avoir baisse du cortisol. Il faut voir que ce cycle veille-sommeil repose un petit peu sur augmentation de la mélatonine la nuit, avec baisse du cortisol la nuit, et dans la journée, augmentation du cortisol et baisse de la mélatonine. Un trouble du sommeil peut être dû donc soit à une hypoactivité des systèmes d'endormissement, c'est la désynchronisation des rythmes circadiens, et là, le rôle principal de la mélatonine. Et cette désynchronisation peut être due soit à un déficit de sécrétion, soit à un décalage du moment de la sécrétion. Le moment de la sécrétion sera inadapté, et ça crée des décalages de phase. Mais ce dont moi je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout de l'hyperactivité des systèmes d'éveil, avec activation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'est-à-dire augmentation de sécrétion du cortisol, avec une réduction de sécrétion des neuromédiateurs GABAergiques. Donc on va avoir augmentation du cortisol, diminution du système GABAergique, et comme vous avez vu, quand le cortisol monte, ça fait baisser aussi la mélatonine, et donc on va rentrer vraiment dans les troubles du sommeil. Donc stress égale hyperactivité des systèmes d'éveil, augmentation du cortisol et diminution du système GABAergique. Existe-t-il des solutions naturelles pour gérer les troubles du sommeil liés au stress? Oui, et donc il faut une stratégie. Et la première stratégie, ça va être de ramener le cortisol à des doses physiologiques, puisque on a vu que le point clé perturbateur du sommeil va être le cortisol. Donc pour cela, pour bloquer la montée du cortisol ou pour ramener le cortisol à une dose physiologique, on va utiliser ce qu'on appelle des plantes dites adaptogènes. Une plante adaptogène est une plante qui va freiner le système, va freiner la sécrétion du cortisol, va ramener le cortisol à sa valeur normale. De ce fait-là, elle va avoir des effets sur les neuromédiateurs et va jouer contre l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Va avoir une action sur le stress physique, ça va donner un coup de fouet, ça va permettre d'avoir de l'endurance au cours d'un effort. De fait que ça va ramener le cortisol à la normale, ça va augmenter, stimuler le système immunitaire, donc on fera moins de grippe, moins de rhume aussi, et ça va jouer aussi sur le système métabolique, en particulier en jouant sur la sensibilité à l'insuline. Et la plante maîtresse parmi les plantes adaptogènes, la plante principe va être la rhodiole. Donc toute personne qui a un trouble du sommeil dû au stress devra avoir de la rhodiole à un moment donné. Et bien sûr, notre magnésium, on a vu. Donc là, on a vu le cortisol, mais on a vu que l'anxiété
de la journée, on va devoir aussi diminuer ce type d'anxiété. Pour cela, on va se servir, on va individualiser les plantes en fonction du type d'anxiété que vous présentez. C'est ce qu'on appelle l'importance de la somatisation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes anxieux, vous allez traduire au niveau du corps, avoir des sensations de cette anxiété. Exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une attente anxieuse, vous pouvez traduire votre anxiété par une inquiétude sans objet défini, une appréhension, une tension intérieure. Ça peut être le trac avant un examen et on donnera de l'aubépine passiflore. La rhodiole étant notre plante maîtresse, comme on a vu, qu'on donnera à toute personne anxieuse et auquel on pourra rajouter dans l'attente anxieuse l'aubépine ou la passiflore. Si vous avez des somatisations cardiovasculaires, si vous avez des palpitations, tachycardie, la tension qui monte à certains moments lorsque vous êtes stressé, si vous avez peur de mourir, la plante qui va corriger cela sera l'aubépine. Si vous avez plutôt des brûlures d'estomac, des ulcères, du haut stress, de la gastrite, des reflux, la plante intéressante dans ce cas-là sera la mélisse. Si c'est plutôt des spasmes, de la colite, des douleurs au niveau de l'intestin, ça sera plutôt la passiflore. Si vous traduisez votre anxiété par des tensions musculaires, des contractures, des crampes, ça peut aller jusqu'au torticolis, à la sciatique, à la lombalgie, la valériane sera la plante la plus indiquée. Donc toutes ces somatisations-là, en général, vont traduire les plantes que l'on va donner dans la journée. Mais on va avoir deux principales plantes pour combattre l'anxiété au coucher, qui jouent sur les problèmes d'endormissement, de réveil nocturne ou de réveil précoce. Les deux plantes maîtresses vont être la valériane et l'escolzia. Donc, comment faire en pratique? Si on est en face d'un stress ponctuel, quelqu'un qui ne va pas dormir parce que demain il va passer un examen, demain il va passer son permis, ou quelques jours avant un contrôle du bac ou d'un examen, qui ne dort pas, on est dans un stress ponctuel. Donc là, on va prendre en charge le stress de la journée et très souvent, cette appréhension de l'examen peut être prise en charge par une association d'aubépine passiflore. Ce sont deux plantes qui sont sédatives, anxiolytiques et qui vont prendre en charge l'ensemble des petits troubles du trac, les tremblements, les douleurs digestives, l'anxiété, le cerveau qui fonctionne trop. Tout cela va être pris en charge par aubépine et passiflore. Et au sommeil, au coucher, on rajoutera pour bien dormir une association d'escolzia valériane, comme je vous ai dit, qui va prendre en charge les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes et les réveils précoces. Et bien sûr, notre magnésium. Au cours d'un stress chronique sur terre anxieux, donc là, c'est l'hyperactivité que l'on a vu qui crée le problème. Donc, on va prendre en charge d'abord le cortisol. On veut que le cortisol baisse. Et donc, on donnera, on verra tout ce qu'on donnera, mais on peut bien sûr gérer cette anxiété par une hygiène de vie ou par de la phytothérapie. L'hygiène de vie ça peut être de la méditation, de la relaxation, du yoga, un petit peu d'activité physique dans la journée. Et par de la phytothérapie. Alors, premier élément, on veut prendre en charge ce cortisol qui monte, et là, bien sûr, ça va être la rhodiole et notre magnésium. Mais l'anxiété de la journée fait le lit de l'anxiété du soir. Donc, on va prendre en charge l'anxiété de la journée si elle est présente, et en fonction de la somatisation que l'on a vue précédemment. Et donc, on pourra donner dans la journée des plantes comme l'aubépine, la mélisse, la passiflore, la valériane, en fonction du type de stress, de somatisation de son anxiété. Et au coucher, on rajoutera nos deux plantes maîtresses, l'escolzia et la valériane. Et de ce fait-là, on pourra retrouver un sommeil de bonne qualité et surtout, étant moins anxieux, profiter plus facilement de la vie et gérer plus facilement les différentes situations de stress. Merci. Maintenant, j'espère que j'ai répondu à déjà une partie de vos questions.
en particulier Jules, qui parlait justement de ces problèmes de sommeil du conjoint malade, Robert sur les stress, les différents stress, il y a Gwen 87 sur les différentes plantes qui peuvent prendre en charge le stress. JB me pose la question, est-ce qu'il existe un risque de dépendance, d'accoutumance avec les solutions à base de plantes? Il n'y a pas d'accoutumance comme avec les benzodiazépines de plantes quand on veut régulariser l'anxiété ou le sommeil. En particulier, si on prend le sommeil, on sait que le sommeil se divise en plusieurs cycles. Il y a 4 à 6 cycles d'1h30 à 2h. On sait que ces cycles sont décomposés en différentes phases. Et il y a 2 phases importantes qui sont le sommeil lent profond qui permet la récupération physique et la phase du sommeil paradoxal qui permet la récupération psychologique. Et les benzodiazépines perturbent ces 2 phases, ce qui fait que vous n'avez pas un bon sommeil de qualité, mais surtout vous allez ressentir aussi l'état de manque. C'est-à-dire que les benzodiazépines ne corrigent pas votre problème de sommeil. Tandis que les plantes, comme la valériane et l'escolzia, vont préserver et améliorer votre sommeil lent profond et paradoxal. Il n'y a aucun risque de prendre les plantes, il n'y a pas de risque d'accoutumance. Palière demande, est-ce que les traitements doivent-ils être pris en continu toute sa vie? Bien sûr que non. Là, on veut faire passer un cap. Vous êtes stressé, vous ne dormez pas. Donc la façon de vous aider, c'est de prendre en charge cette anxiété, ce trouble du sommeil, pour vous permettre de gérer le stress. Et dès que l'événement stressant aura été résolu, vous pourrez arrêter le traitement facilement. Clara et Tasmaniac posent le problème de la désaccoutumance aux somnifères. Parce qu'elle constate que très souvent, et ça, beaucoup de gens le constatent, quand vous avez pris des somnifères, des benzodiazépines pendant un certain temps, dès que vous arrêtez, vous avez ce qu'on appelle un rebond, c'est-à-dire que vous allez avoir une recrudescence, et même des fois beaucoup plus importante, des troubles pour lesquels vous avez pris la benzodiazépine. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un sevrage aux benzodiazépines. D'abord, il faut savoir que ce sevrage ne se fait pas à n'importe quel moment de votre cheminement personnel. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les périodes de stress se soient améliorées, que vous ayez géré les problèmes qui ont causé ces problèmes de sommeil. Ensuite, du fait que vous prenez des benzodiazépines depuis un certain temps, c'est mieux de faire le sevrage avec un médecin. Et ensuite, on ne peut pas faire de sevrage si vous n'êtes pas motivé. Parce que beaucoup de gens pensent qu'une benzodiazépine ne pose pas de problème, et ça pose des problèmes, comme je vous ai dit, sur la qualité du sommeil. Les personnes ont l'impression que du fait qu'ils dorment, ça leur fait du bien, mais ce n'est pas un vrai sommeil, ce n'est pas bon pour la santé. Et ils ont l'impression de ne pas prendre de fortes doses de benzodiazépine parce que les laboratoires mettent 1 mg à leur produit. Oh, c'est qu'1 mg, ou je prends un quart de milligramme, ce n'est pas important. Si, parce que c'est la benzodiazépine en elle-même qui peut être dangereuse. Donc, comment faire un sevrage? On va associer à la diminution progressive de la benzodiazépine, en général un quart de la dose que vous prenez, et on va la diminuer tous les 21 jours. Il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé pour faire un sevrage des benzodiazépines. Et on va rajouter à cette benzodiazépine, que nous avons diminué déjà la dose, des plantes qu'on a vues, la rhodiole et le magnésium, pour empêcher le stress de revenir, et Escolzia valériane au coucher. Et on va diminuer progressivement notre benzodiazépine tous les 21 jours. À la fin, il ne nous restera plus que les plantes, que l'on diminuera là aussi progressivement. Et il faut savoir qu'il faut des fois, pour arrêter une benzodiazépine que l'on prend depuis très longtemps, il faut au moins 3 mois à 6 mois pour l'arrêter complètement. Il ne faut pas être pressé, il faut être motivé et faire cela très progressivement. Certaines personnes ont des conduites un petit peu addictives, c'est des personnes qui aiment bien le sucre, le tabac, qui fument beaucoup, qui ont tendance un petit peu à boire d'alcool. Et à ces gens-là, pour pouvoir les aider à arrêter ce type de médicament, on rajoutera une plante qui est intéressante, qui est le griffonia, qui fait augmenter la sérotonine. Et un déficit de sérotonine conduit à des conduites addictives, boulimie sur le sucré, alcool, cigarette, etc. Et donc le griffonia pourra aider cela.
Mimi88 écrit « Si je me réveille la nuit, est-ce forcément dû au stress ?» Bien sûr que non. Le stress peut être un facteur de réveil nocturne et ce qui est important de savoir, c'est à ce moment-là, les idées préoccupantes, obsédantes reviennent instantanément ou pas. Si vous allez retrouver du stress à ce moment-là, il y a des personnes qui peuvent se réveiller à 2 heures du matin avec la peur de mourir. Donc là, on est bien sur stress et réveil nocturne. Mais d'autres personnes peuvent se réveiller au cours de la nuit pour d'autres raisons. D'abord, vous pouvez vous réveiller vers 4-5 heures du matin parce que vous allez avoir une montée de cortisol précoce qui va apparaître et vous serez en pleine forme pour démarrer la journée. Hein? Est-ce que vous êtes en forme au moment du réveil ou est-ce que vous êtes anxieux, angoissé ou pas? Si vous êtes angoissé, c'est le stress. Si vous êtes en forme, c'est la régulation du moment de la sécrétion du cortisol. C'est très souvent lié à une désynchronisation de la sécrétion de mélatonine. Et dans ces cas-là, l'apport de mélatonine à libération prolongée peut être intéressante. Alors, Bernie, Kat et Jean écrivent en gros « Mes soucis actuels m'empêchent d'éteindre mon cerveau le soir, je n'ai pas du tout sommeil et mes pensées tournent en boucle. » Donc là, on est vraiment lié au stress. Donc déjà, je vous ai présenté un petit peu les solutions que l'on pouvait avoir. Mais il faut savoir que ce cerveau qui n'arrête pas de tourner en boucle, de ressasser ses problèmes, c'est très souvent dû un petit peu à la même personne qui avait ces problèmes de conduite addictive, à un manque de sérotonine. Donc à la rhodiole et au magnésium que l'on avait, on pourra très bien rajouter du griffonia, qui est cette plante qui fait monter la sérotonine, et de ce fait-là va couper, va déconnecter le cerveau. Et si ce n'est pas suffisant pour dormir, on rajoutera de l'Escolsia valeriane à ce moment-là. Et Caroline, elle écrit « J'ai le sentiment de dormir. Au réveil, toute la matinée, je bâille avec l'impression que je n'ai pas bien dormi. En clair, mon sommeil n'est pas réparateur. » Vous pouvez avoir un sommeil non réparateur du fait que l'architecture de votre sommeil risque d'être un petit peu modifiée ou perturbée, soit par le stress, soit par une désynchronisation de la sécrétion de mélatonine, soit pour d'autres facteurs. Dans les cycles, dans les phases du sommeil, dans les différents cycles, dans les différentes phases du sommeil, on va avoir ce qu'on appelle le sommeil lent, léger et très léger, qui est un sommeil où la personne a l'impression de ne pas dormir, au moindre stimulation, ça la réveille, elle est toujours en écoute. C'est un sommeil où la personne ne se repose pas. Puis on va avoir le stade du sommeil lent, profond et léger, qui est le sommeil vraiment réparateur, physiquement. Et c'est un sommeil qui se passe principalement dans les 3 premières heures d'endormissement. Et puis il y aura bien sûr le sommeil paradoxal, qui est le sommeil de récupération psychologique. Les personnes qui ont l'impression d'être fatiguées dans la journée, malgré cette impression d'avoir bien dormi, sont des personnes qui n'ont pas eu suffisamment de sommeil lent, profond. Et donc ils n'ont pas récupéré suffisamment physiquement. Et là, vous avez les plantes comme l'Escolsia, la valériane, qui permettent l'accélération du passage d'un sommeil lent léger au sommeil lent profond, et donc vont permettre de passer un sommeil beaucoup plus récupérateur. Par contre, les benzodiazépines ne font pas cela. Fleur évoque « Depuis plusieurs mois, mon sommeil est gravement perturbé par du stress occasionné par une situation très délicate et conflictuelle. Un réveil nocturne me laisse sans sommeil de nombreuses heures. » Là, à nouveau, c'est le stress. C'est comment pouvoir se rendormir au cours de la nuit si déjà, malgré la thérapeutique que vous avez pris, la rhodiole, le magnésium, l'Escolsia valeriane, les plantes de la journée, vous vous réveillez la nuit. Alors, il faut savoir que tout le monde se réveille la nuit. On a en général entre 4 et 6 éveils par nuit, tout le monde, que vous dormez bien ou pas, mais normalement un éveil est de courte durée et entre 3 et 10 minutes, et de ce fait-là, le matin on ne s'en souvient pas. Mais des fois, des personnes vont se souvenir, vont au moment de l'éveil, avoir le démarrage du cerveau, et donc là c'est le stress, et donc ça pourrait être intéressant à nouveau de rajouter une plante pour rapidement calmer le stress,
soit deux manières de le faire. En prévention, ça sera peut-être d'augmenter la quantité d'Escholzia valeriane au coucher ou de reprendre un petit peu d'Escholzia valeriane au cours de la nuit. Mais d'autres personnes vont se réveiller sans obligatoirement avoir du stress, le cerveau qui redémarre, du moins avec des idées obsédantes. Et là, en gros, ils ont loupé le train suivant. Et là, il faut attendre 1h30 pour pouvoir se rendormir. Alors, soit on essaye d'accélérer ce rendormissement en reprenant de l'Escholzia valeriane, soit les spécialistes du sommeil conseillent carrément de se lever, d'aller faire une autre activité dans la maison et revenir se coucher 1h à 1h15 après pour prendre à nouveau le train du sommeil. Voilà. Merci de votre écoute et j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Merci beaucoup.